Alors, ici, Jean Giacou, j'ai contacté Yang King et Christian Maillard qui est au bas des pistes, déjà en pleine après-ski. Christian, petit bilan de cette première semaine. Ça rigole côté suisse. Pas pour tout le monde, mais on a eu les médailles qu'on attendait avec l'Istar. Oui, de belles médailles avec effectivement Beat Feuz qui était attendu tout devant. On a eu Lara Gut qui voulait absolument cette médaille et qui l'a méritée dans une discipline qu'elle maîtrise depuis des années. Elle a su surpasser la pression, comme notre ami Marco Odermatt, qui a eu un peu de peine sur les épreuves de vitesse. Il était un petit peu déçu parce qu'il espérait s'enlever de la pression grâce à ça. Et puis, on s'est posé des questions. On s'est dit, bah voilà, notre excellent Audi va craquer comme il l'avait fait à Cortina au Mondiaux l'année passée. Puis finalement, non, parce il a un talent, il est tellement au-dessus. Et hier, c'était fantastique. C'était 3 médailles d'or cette première semaine. Waouh, c'est assez génial. Et puis, c'est pas fini parce que je pense que même en descente demain, pour les dames, il y aura peut-être une belle surprise. Là, elle est libérée avec cette première médaille d'or. Elle peut cumuler. Autrement, on a d'autres cartouches avec Corinne Souter, qui est championne du monde en titre. Ouais, non, non, on est bien ici. On peut un petit peu amorcer nos amis français à côté, là, qui ont un peu moins de médailles que nous. Et puis, c'est sympa, ça fait plaisir. Alors, on va juste faire un petit tour parce que les cas de nos trois médaillés d'or sont tous très différents. Tu as déjà entamé le cas Odermatt, mais j'aimerais t'entendre sur le fait, il a 24 ans. On sait que le ski, surtout en descente, mais aussi pas mal dans les autres disciplines, c'est quand même un sport d'expérience. Et lui, avec la désillusion de la descente, la grosse désillusion du Super G où s'il loupe pas la porte, il peut espérer l'argent, en tout cas l'or peut-être. Et là, il fait une immense faute en première manche qui aurait dû l'éliminer une personne normale. Et il y a cette pression de la deuxième où un type fait une deuxième manche, mais c'est même plus stratosphérique, comme on dirait à la RTS, une deuxième manche absolument phénoménale. Et lui, il arrive à sortir la manche pile poil qui lui permet de gagner ce titre. C'est surtout mental ce qui fait ce Marco Odermatt cette fois, non? Ouais. Et puis, ce qu'il y a de très, très fort, c'est qu'il a changé son matériel entre les deux manches. Il a de l'avance, il est premier, il dit, bon, bah voilà, on peut continuer comme ça. Il se pose des questions parce qu'il dit, j'ai que 4 centièmes d'avance sur Bren Steiner. Euh, et on lui dit, bah voilà, entre ce coach et puis Justin Murisier, lui parle de cette neige agressive et qu'il n'a pas forcément le bon réglage. Et lui, il change tout. Et c'est un risque fou, alors que tu peux tout perdre. Mais lui, il a cette confiance en lui actuellement, oui, un mental, comme tu le dis aussi, qui fait qu'il peut faire ça. Il peut, puis le talent, bien sûr, il peut changer son matos et puis le résultat, il était là. D'ailleurs, il l'a dit, s'il ne change pas ça, je ne pense pas il batte Kranjček sur le deuxième tracé. Euh, ouais, je pense que beaucoup la confiance, la tête, comme tu le disais tout à l'heure, il est très très fort, quoi. Très très fort à tous les points de vue, tout point de vue. C'est... Le ski est un sport d'extérieur, on le dit souvent, mais c'était limite quand même, hein. Alors, en première manche, on se dit, mais c'est salaud de faire partir la course maintenant, ça va donner un champion au rabais. C'était pas c'était des conditions un petit peu limites. On a eu peur de ça, et puis que ça donne une course loterie, et qu'on ait un champion, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne soit pas Marco Odermatt. Mais lui, même ça, même ça, il passe par-dessus, et j'ai l'impression qu'il y avait seulement le Covid qui aurait pu l'arrêter. Mais On l'a dit d'ailleurs heureusement, toute la saison. ouais. Passons au cas Lara Gut, qui est un cas toujours aussi spécial. Euh, j'ai eu de la peine à m'enthousiasmer. Je sais pas, j'arrive.
j'ai vraiment de la peine, j'arrive pas à la comprendre. J'aime bien quand les gens sont contents de gagner, quand ils montrent quelque chose et là, ça veut toujours pas. J'ai le sentiment, Lara, bon, elle a changé depuis qu'elle s'est mariée avec Valon Berami. Elle a moins d'émotions, c'est sûr. Ces émotions-là, elle les avait au tout début quand elle a commencé, cette insouciance, cette joie de skier, cette joie de gagner, de montrer qu'elle était contente. Et cette fois, c'est vrai qu'elle a de la peine à se réjouir. Je lui ai d'ailleurs posé la question, c'est le plus beau jour de ta vie? Et c'est comme si je lui avais demandé si elle avait la peste ou le choléra, quoi. Mais oui, mais elle n'arrivait pas à montrer, et tu as raison, tu as totalement raison, elle a changé, quoi. Elle a été blessée par certaines critiques de certains médias, et depuis, elle est très méfiante, depuis, elle a l'impression qu'elle fait sa course, et elle va chercher une médaille d'or, c'est génial, mais elle n'arrive pas à se réjouir, quoi. Elle a fait son job, et elle va avoir un palmarès extraordinaire, elle a fait son job, mais elle ne le montre pas qu'elle est heureuse. Parce que je pense qu'elle est heureuse quand même. Ben, Ah, j'espère. j'espère, Quand elle est mais championne olympique. par contre sur les skis, depuis qu'elle a 15 ans et ça, c'est une longévité complètement incroyable, hein, surtout dans un sport à risque comme le ski, ça fait 15 ans bientôt qu'elle a des résultats et qu'elle est au plus haut niveau et là, elle est peut-être encore plus forte que dans ses années, les plus fringantes, quoi. C'est une athlète incroyable. Oui, et puis, ouais, bien sûr, elle a le ski dans la peau, elle est extraordinaire, quoi, sur ses skis. Elle a eu des blessures graves, il ne faut pas oublier, hein. Elle a eu la hanche, luxation de la hanche, c'est pas rien. Elle a eu le genou, elle a eu, effectivement des grosses blessures, et maintenant, ça fait bientôt une bonne saison. Elle est tombée en début de saison, mais ce n'était pas très, très grave. Mais physiquement, elle est au top, quoi, ça c'est sûr. Et c'est vrai que quand elle est sur ses skis, il y a elle dégage une certaine sécurité, quoi. Elle est, moi, c'est une belle femme à voir skier, quoi. C'est une belle championne, quoi. Et, je comparais l'autre jour, parce que c'est difficile de dire est-ce que c'est la plus grande de tous les temps? Est-ce que c'est la plus grande skieuse suisse de tous les temps? Tu compares avec Vreni Schneider qui a gagné 3 fois la Coupe du Monde, qui a gagné 50, plus de 50 courses de Coupe du Monde, 55 je crois, et tu dis, bah voilà, la plus gros palmarès, mais au niveau du charisme, au niveau de... elle parle déjà 3 ou 4 langues ou plus, Lara. Mmh. Je pense que c'est elle la plus grande championne, oui. Ouais. Elle en a Alors, eu, bah, tu hein. parlé, tu parles palmarès, tu parles grand champion, bah, on en vient à Beat Feuz. Ah ouais. Heu, Là, on n'est pas loin du plus grand descendeur de tous les temps. Ouais, c'est difficile aussi à comparer, mais il a tout gagné déjà. Il est champion olympique, il est champion du monde, il a gagné 2 ou 3 fois le petit globe du meilleur descendeur. Il aurait même pu gagner la Coupe du Monde une année s'il ne se blesse pas en fin de saison. Euh, c'est un super champion, c'est un super skieur, super athlète. Même s'il ne dégage pas quand on le voit, on se dit, bah tiens, il s'est laissé un petit peu aller à l'apéro, hein. Mmh. Mais non, il est incroyable physiquement, il est très très fort. Il gagne ses courses d'ailleurs en fin de course, quoi. Euh, Ici, il gagne le titre, c'est sur sa fin, la fin du tracé. Donc il est, non, physiquement, il est top. C'est un beau champion, quoi, Beat Feuz. Alors, de là aussi à dire que c'est le plus grand descendeur, Bernard Russi est un beau descendeur. Didier Cuche était un magnifique descendeur. Heinzer était beau à voir. Pirmin Surbriggen était aussi très très beau à voir. Un beau champion. Je pense que chaque époque, tu as un très très bel athlète, un beau skieur, un beau descendeur. Je pense qu'Odermatt peut aussi devenir un très bon descendeur, d'ailleurs.
Si on parle de corrélation entre les trois qu'on vient d'évoquer, Odermatt, Gut et Feut, c'est trois skieurs qui ont un toucher de neige incroyable. Et c'est la force de la Suisse, c'est de pouvoir mettre les gamins sur les skis à 2 ans, 3 ans. Et ça fait toute la différence. Ouais, ça c'est juste, hein. Mais c'est tous des gens qui viennent de la montagne, qui commencent à skier très tôt. On a maintenant aussi le Centre national de Brigue qui permet de peaufiner tous ces skieurs, tous ces talents. On a plein de ces petits concours qui leur permettent de progresser, de s'habituer avec la compétition. Très vite, effectivement. C'est un plus, notre pays, bon, on est un pays de skieurs, un pays de ski, il ne faut pas l'oublier. Et on aura toujours des champions, même si on a eu des petites traversées du désert, mais on avait moins de résultats dans certaines périodes où il y a eu des trous de génération. Mais je crois que là, non, ça vient, ça vient. Derrière, il y a une belle relève. Ouais. Mais on arrive à rendre les Autrichiens jaloux, tu arrives à rendre les Français qui sont souvent avec toi jaloux. Donnez-nous des adversaires, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donnez-nous des adversaires. C'est pas fini d'ailleurs, hein. Les jeux continuent. Comme je disais, il y a la descente, il y aura le combiné chez les femmes. On peut faire aussi 2 médailles. Il y aura le slalom chez les hommes. On peut en faire une, on peut en faire deux. Avec une telle Donc, confiance actuelle. Ouais. tout est possible. Bon, Christian, une dernière question. Toi qui es à Yanking, tu es aussi à Yanking parce que tu es spécialiste de monobob. Quelle est ton analyse du diplôme qu'on a arraché dimanche? Ah, c'est formidable les diplômes. C'est formidable les diplômes. Qu'est-ce que ça m'énerve les diplômes. Mais on est content. Suisse-Ski est très content. Suisse Olympique est très content des diplômes. Et ça fait des années que c'est le cas. Un jour, je ne sais plus qui avait dit, un des journalistes qui disait que les diplômes chez les Russes, les Canadiens, les grandes nations, ils utilisaient ça pour allumer les cigares de toutes les médailles qu'ils gagnaient. Et heureusement pour le ski, on a moins de diplômes que de médailles. Mais ouais. Comment est-ce qu'on peut se réjouir d'un diplôme quand on est un athlète et puis qu'on va chercher les médailles? Voilà. Heureusement, nous, on n'a pas le cigare non plus. Merci, Christian. De rien, c'était un plaisir. Bonne suite. À bientôt. Et allons chercher Ciao. les médailles. Donnez-nous des adversaires, quoi. Donnez-nous des Hein? adversaires. Allô Pékin, ici Yangqing. Bon Cyril, on va commencer sur le hockey hein, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse en premier lieu. On vient de se refaire quelques petites statistiques et je crois que tu as quelques petits faits qui sont intéressants quant à la capacité des Suisses à gagner un match aux Jeux Olympiques. Salut Yang Qing. Oui, en effet, bon, tout le monde le sait qu'on n'a pas énormément de réussite à des Jeux Olympiques. Hein, à Pyeongchang, il y a 4 ans, on avait perdu 3 matchs. On en a quand même gagné un, si je ne fais erreur. Et puis cette année, on est de nouveau un peu parti pour en perdre pas mal. Et on a déjà perdu les 3 premiers. Mardi matin, le match décisif contre les Tchèques. Et dans le pire des scénarios, si la Suisse perd contre les Tchèques, ça voudrait dire que Patrick Fischer et son équipe pour 2 Olympiades auraient gagné qu'un seul match. Et c'est là que c'est assez marrant. La seule victoire, c'était contre la Corée, quoi. 8-0. Du coup, on est vachement frustré de ne pas avoir été dans le groupe de la Chine parce que là, on aurait peut-être gagné. Ah là, on aurait peut-être pu cartonner, ouais, en effet, quoi. Après, est-ce que le parcours final aurait été meilleur? Je ne sais pas. Mais... Puis cartonner, c'est comme des gens qui savent patiner, mais ouais, c'est pas extraordinaire, extraordinaire. Mais qu'est-ce qui va pas avec cette équipe finalement? Parce que c'est les grands noms de notre prestigieux championnat, mais bon, est-ce que c'est les petites patinoires? Est-ce que ça marche pas ensemble ou est-ce qu'on se voit un peu trop beau, quoi? Déjà, je pense que les petites patinoires, alors les joueurs veulent pas le dire parce qu'ils veulent pas que ça soit perçu comme des excuses, mais les petites patinoires posent problème à pas mal de monde. On voit que les seuls qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont une certaine expérience en Amérique du Nord. Bon,
il y a quand même pas mal de joueurs qui ont traversé l'Atlantique pour aller tenter l'expérience là-bas, qui ont une certaine expérience, mais on voit qu'il y en a beaucoup qui ont de la peine, qui n'ont pas trop de repères et puis qui sont un peu perdus dans leur style de jeu. Après, la chose qui me frappe le plus, c'est que j'ai l'impression que l'équipe de Suisse ne joue plus vraiment son jeu et se borne un peu à balancer des pucks au fond, quoi. Et bah, ça vient du format de la patinoire. Donc, je pense qu'on les a un petit peu stimulés à changer leur façon de jouer pour justement mieux s'adapter à ces petits formats. Et moi, souvent, ce que je vois, c'est des pucks qui sont chippés en fond de glace avec des joueurs qui patinent derrière, alors que c'est pas vraiment ce qui fait la force de l'équipe de Suisse, notamment sur un championnat du monde. Je pense que l'équipe est forte quand elle peut garder le puck, quand elle peut voilà, faire du cycling dans les coins et puis essayer de créer des occasions à partir de là, ou alors utiliser sa transition en zone neutre tout en gardant le puck, mais pas en s'en débarrassant. Et ça, pour moi, c'est un problème majeur. Troisième point, ben, c'est l'absence de buteur. Là, j'en parlais l'autre jour avec Laurent, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui est consultant ici à Pékin pour la télé française. Et ouais, c'est aussi la première chose qu'il a relevée. C'est vrai que bon, on l'a tous vu, hein, on a de la peine à marquer des buts et on voit que c'est pas vraiment le cas dans un championnat du monde quand il y a quelques gars de NHL qui viennent renforcer l'équipe. Il suffit qu'il y ait un Timo Maier, un Nino Niederreiter ou Nico Hischier et ça change tout. Ce qu'on n'a pas ici à Pékin. Le problème, tu le dis, c'est que le format de la patinoire, mais ça change, hein. Au mondial, on va bientôt jouer sur petite patinoire. En Suisse, il commence à y avoir quelques petites patinoires. Bon, déjà, est-ce que c'est une évolution souhaitable pour le hockey? Parce que de nouveau, on s'écrase devant ces vilains Nord-Américains. Et puis, ben, la solution, ça va être de jouer en Suisse sur ce format si on veut continuer à régater au niveau international, non? Alors, oui, il y a une volonté, en tout cas de la part de l'IHF, qui date pas d'aujourd'hui, mais d'uniformiser le format des patinoires à travers le monde, ou en tout cas dans les meilleures nations de hockey. Ben, déjà, c'est pour bien accommoder la NHL quand elle vient jouer des tournois internationaux en Europe. Mais voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus divertissant, que le jeu est meilleur en quelque sorte. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir des matchs sur des petites patinoires. Les seuls que j'avais vus c'était soit à la télé de la NHL ou alors dans un stade de NHL, mais au dernier rang, tout en haut, donc on s'en rend un peu moins compte. Mais là, maintenant que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs matchs depuis assez près, franchement, le produit est nettement meilleur, quoi. Après, je pense qu'en Suisse, notamment, il y aura beaucoup de... ça ne va pas être facile à implémenter ça. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont essayer d'empêcher que ça se fasse, mais les raisons exactes, je ne les connais pas. Un des arguments que j'ai entendu, c'était que voilà, le patinage artistique, c'était ça se pratiquait sur les dimensions européennes, donc c'était trop compliqué de changer, enfin, etc., quoi. Mais moi, je trouverais que ce serait une bonne chose d'avoir ça en Suisse aussi. On est d'accord, toi, sur petite patinoire, tu jouais 10 ans de plus. Ouais, alors ça, j'en suis pas sûr. Mais écoute, j'aurais bien aimé essayer. Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de le faire, ou peut-être une fois au Canada, mais c'était pas pour des matchs, mais des entraînements. C'était il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus. Mais ouais, je trouve le jeu est beaucoup plus dynamique. Il y a plus d'intensité et il y a plus enfin, je trouve que le jeu va vers le but au lieu d'aller mourir dans les coins, ce qu'on a souvent un peu chez nous, quoi. Il y a, dans les matchs qu'on voit en Suisse, c'est sympa et tout, mais des fois, euh, des fois, ça peut vite être chiant quand des équipes commencent un petit peu à jouer le temps ou bien à aller se cacher dans les coins. Il y a moins de dynamisme et de divertissement. Alors, je te conseille un petit voyage à Syracuse en AHL où on jouait Vermin et Richards, parce que là-bas, la patinoire est encore plus petite parce il a fallu la faire entrer dans un hangar et tu passerais des très très bons moments parce que là, les gars, ils n'arrivent pas à se croiser, quoi. C'est vraiment du bon travail. Ouais. Bon, le temps file, je ne vais pas t'ennuyer très longtemps, mais j'ai encore trois questions pour toi. Bah, d'abord, le tournoi de hockey féminin.
Question basique, hein, la Suisse s'est qualifiée pour les demi, a rendu une copie, je trouve, intéressante contre les Canadiennes, parce que Dieu sait que la différence est énorme. Ça va faire la médaille en match pour la troisième place? Écoute, moi, je pense que oui. Déjà, ce match contre le Canada, alors bien sûr, elles l'ont perdu largement, mais rien que le fait qu'elles aient marqué 3 buts contre une équipe canadienne qui en encaisse pratiquement jamais, je pense que c'est une immense source de motivation et de confiance pour la demi-finale. Donc, moi, je pense que pour le match pour la troisième place, pardon. Oui, je pense que les filles vont faire la médaille, d'autant plus qu'elles ont trois super joueuses là avec Alina Muller, Lara Stalder, la capitaine, et puis Phoebe Sterns aussi là. Et voilà, je pense qu'elles ont les individualités pour aller chercher une médaille de bronze. En parlant d'individualité, tu es aussi notre spécialiste curling pendant ces 2 semaines. C'est un petit peu plus compliqué pour les Suisses là. Il y a eu 3 défaites en 6 matchs alors que c'était chaud patate d'entrée. Je pense que même chez les femmes, ça va être compliqué d'aller chercher la petite breloque habituelle, hein. Ouais, ils sont un peu, alors ils sont pas vraiment calqués sur le parcours de l'équipe de Suisse en hockey parce qu'ils ont quand même gagné des matchs, mais en effet, il n'y a pas de. Enfin, juste avant, j'ai eu l'occasion de parler quelques instants avec Peter de Cruz, le skip de l'équipe de Genève, et voilà, il était déçu et il expliquait qu'il restait plus beaucoup de marge, mais voilà, il reste 3 matchs. Il dit on y va, on essaye de les gagner. Et tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de regrets. Ils ont perdu souvent pour très peu de choses, hein, mais enfin, c'est souvent comme ça en sport, mais voilà, il disait que s'il y avait quelques pierres qui pourraient rejouer, il le ferait volontiers. Bah, ma dernière question, toujours à propos du curling, c'est un truc qu'on regarde vraiment que tous les 4 ans, mais à la salle, moi j'avais fait à Sochi, j'ai pris un plaisir de malade à regarder ce sport, une sorte de pétanque sur glace. Est-ce que tu prends beaucoup de plaisir à voir ça? Alors, en effet, c'est fascinant. Je pense que je prendrais plus de plaisir encore si j'étais vraiment hyper calé en question stratégie et règles et tout ça. Je pense que tu peux un peu anticiper ce qu'ils veulent faire. Pour moi qui ne suis pas un connaisseur, c'est beaucoup plus compliqué, mais je reste toujours, enfin, comme beaucoup de Suisses tous les 4 ans, assez fasciné par ce sport. Et surtout, ce qui m'a frappé depuis le début, là, c'est quand je vois les joueurs passer, c'est vraiment des athlètes, quoi. La plupart sont musclés et tout. Et c'est vrai que c'est pas du tout l'image que j'avais du curling, quoi. Je me disais, bon, ben, voilà, le curling, c'est pas un curleur, n'a pas besoin de ressembler à un hockeyeur ou vraiment un athlète hyper baraqué, quoi. C'est ça qui me frappe le plus chez eux pour l'instant, en tout cas chez les hommes, quoi. Ouais, c'est vrai, ne rentrons pas dans le débat sur les curleuses parce que sinon on aura quelques problèmes. Parce que c'est aussi, elles sont bien musclées aussi. Merci Alors, Cyril. j'ai pas encore regardé, mais je te ferai Oui, un retour. d'accord, tu es resté sur les patineuses de vitesse, je comprends. À bientôt Merci à aussi. toi, Robin. À bientôt. Ciao.